Bien, bonsoir et merci de m'avoir invité, en particulier à clore cette journée. Comme l'a dit François-Julien Ferrière, on prend un grand coup de vieux quand on revient ici. Moi, je ne suis pas membre de l'ANAFE, mais j'ai vu beaucoup des avocats qui sont ici, beaucoup des militants, beaucoup de personnalités venir soit plaider devant la Cour nationale du droit d'asile, qui à l'époque s'appelait Commission de recours des réfugiés, et dans laquelle j'ai siégé pour le HCR pendant un certain nombre d'années, et puis des personnes que je retrouve régulièrement au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, soit en tant que membre de la commission, soit en tant qu'auditionné par la commission pour leur expertise. Donc c'est avec grand plaisir que je suis ici ce soir. Évidemment, ce que je retiens de cette connaissance de l'ANAFE, c'est la force des témoignages qui ont été encore révélés aujourd'hui, la force des convictions et la puissance de l'expertise. Et la journée a été vraiment tout à fait passionnante à cet égard. Les victoires de l'ANAFE ont été évoquées peut-être un peu rapidement, et on a parlé des bonnes fées qu'elles constituent et que constituaient ces interventions, mais je crois que ces victoires, elles sont quand même tout à fait essentielles. Je prenais celles qui ont été déjà évoquées, le juge judiciaire en zone d'attente, le référé liberté, les zones d'attente, l'accès aux zones d'attente, pardon, la suspensivité des recours, le délit de solidarité. Sur toutes ces questions-là, et puis l'accès aux juges plus généralement, sur toutes ces questions-là, la présence des associations est absolument essentielle, et celle de l'ANAFE qui les fédère avec la mixité qui est la sienne me paraissent vraiment tout à fait importantes. Il y a eu l'évocation de la question de savoir si c'était quel était le rôle de l'ANAFE. Est-ce qu'il était légitime de s'intéresser à ces lieux de privation de liberté dont on conteste même l'existence? Moi, je pense que c'est absolument indispensable, qu'il faut absolument qu'il y ait du droit, et non pas du non-droit, et même si c'est pour le moment, souvent encore, du sous-droit. Je pense que le droit est un outil extrêmement important pour faire avancer la cause des étrangers, leur protection au quotidien. On a évoqué Bruno Latour et son ouvrage « La fabrique du droit ». Mireille Delmas-Marty, elle, parle des forces imaginantes du droit. Et je participe complètement à cette idée que le droit, effectivement, donne des outils qui permettent d'assurer la protection des plus faibles, des plus vulnérables. Alors, la difficulté, c'est effectivement de savoir comment utiliser ces outils, quels sont ces outils. On a évoqué tout à l'heure, et c'est Jean-Éric Malabre qui l'a souligné, enfin qui en a fait même la structure de son intervention, les 3 piliers de la sagesse. Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas dire. Précisément, les associations, et notamment l'ANAFE, ont pour mission de voir, d'entendre et de dire. Et je pense que c'est effectivement tout à fait essentiel. J'ai été particulièrement frappée de ce qui a été dit à propos de l'aspect plus, j'allais dire, sciences sociales, mais pas simplement donc l'aspect juridique, de l'intervention observée pour témoigner. Évidemment, c'est important d'observer pour témoigner, mais il me semble aussi que c'est important d'être présent dans ces lieux de privation de liberté, ne serait-ce que pour que les étrangers concernés aient une autre oreille que celles qu'ils vont rencontrer dans leur combat quotidien, ou leur défense plus exactement, auprès des autorités institutionnelles, à commencer par les autorités de police. Je crois que cet aspect-là est très important. Alors, on ne me fait pas un cadeau en me donnant comme soin de conclure une journée aussi riche, parce que je ne sais pas très bien ce que je peux ajouter à tout ce qui a été dit, et surtout lorsqu'on intitule cette conclusion « Les droits des migrants, grands oubliés de la politique migratoire ». Alors, je m'interroge beaucoup sur les droits des migrants, ce n'est pas le droit des étrangers, c'est les droits des migrants et c'est les grands oubliés de la politique migratoire. Alors en vérité, si on bute sur les droits des migrants, c'est peut-être parce qu'on bute sur la politique migratoire. Y a-t-il une politique migratoire? En vérité, le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique migratoire positive,
il y a simplement une politique migratoire, en tout cas depuis 30 ans avec cet anniversaire de l'ANAFE, une politique migratoire qui est une politique de fermeture des frontières, de limitation d'entrée sur le territoire, et donc une politique migratoire, sauf pour quelques-uns, et ce sont vraiment quelques-uns, et très très petit nombre de personnes, qui vont pouvoir être incitées à venir sur le territoire français ou le territoire européen. En vérité, ce qu'on observe, c'est que la politique migratoire, elle n'est jamais ou très peu traitée par le droit. Il n'y a pas de politique migratoire à proprement parler, sauf cette politique de défense par les États de leur souveraineté, par un contrôle migratoire de plus en plus approfondi. En vérité, il y a un droit des étrangers, il y a un droit de l'asile, en effet, mais ce sont des droits qui saisissent les étrangers une fois qu'ils sont sur le territoire. Et je crois qu'un des grands atouts, enfin, de l'ANAFE, une grande finesse peut-être de l'ANAFE au départ, c'est d'avoir perçu, à un moment où on ne percevait pas, l'enjeu de la frontière. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement du droit des étrangers, ce n'est pas simplement du droit d'asile, c'est-à-dire la situation des étrangers in situ, une fois sur le territoire, c'est le problème de l'étranger pris dans le mouvement migratoire. Et ça, cette question-là, les États ne la traitent quasiment pas, ils n'ont aucune envie de la traiter, sinon pour garder la maîtrise du contrôle de leur territoire. Quand on regarde l'attitude, et plus exactement ce qu'a pu faire l'ANAFE, j'ai été très frappée, je n'ai pas toujours tout prêté à l'ANAFE lorsque je présente éventuellement ces questions-là, mais consignation à bord, l'affaire Mouinil dont il a été question tout à l'heure, avec pour la première fois donc une reconnaissance de la nécessité du placement en zone d'attente. Donc on voit bien aussi, il ne faut pas avoir une vision erronée, oublieuse de l'histoire, à quel point la zone d'attente a constitué un plus par rapport à ce qu'il y avait avant. La consignation à bord, c'était le retour, le départ immédiat. Donc consignation à bord, un autre exemple, l'affaire Rogers, où en fait, on va, à propos des demandeurs d'asile, considérer, et c'est Jean-Marie Delarue qui est à l'époque directeur, qui est au Conseil d'État, pas encore directeur des libertés publiques, mais qui va en fait dire, mais ça ajoute quelque chose à la Convention de Genève. On pose une condition qui n'est pas posée par la Convention de Genève pour avoir le statut de réfugié, que d'exiger d'une personne qu'elle ne soit pas passée par un pays tiers sûr avant de demander l'asile. Donc on voit que cette notion aussi essentielle de pays sûr, elle va au contentieux finalement être condamnée, en tout cas pour le moment, même si tout le droit européen milite en sens complètement inverse. On pourrait multiplier les exemples, parler de la privation de liberté qui a été donc largement évoquée. À nouveau, ici, qu'observe-t-on ? Conseil constitutionnel 92, alors intervention des associations, et je me souviens très bien, alors ça ne me rajeunit pas évidemment, mais d'un colloque qui avait lieu à Nanterre, je crois, c'était en 92, et c'était l'affaire donc des Somaliens qui étaient bloqués, ou qu'on s'apprêtait à renvoyer depuis la zone qui s'appelait à l'époque, je crois, zone de transit, zone internationale. Et il y avait Jean-Jacques de Bresson qui présidait la Cour nationale sur l'asile, enfin qui s'appelait à l'époque Commission de code des réfugiés, avec des avocats dans la salle qui ont quitté la salle pour aller assurer la défense à la frontière. Donc là, on a eu un exemple d'une situation de fait avec cette trentaine de Somaliens renvoyés directement, alors à partir de la zone d'attente, et s'est posé la question de la réglementation. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit ce matin, mais ce que je veux souligner, c'est que le Conseil constitutionnel en 92 a dit quand même des choses tout à fait importantes et intéressantes, même si le Conseil constitutionnel n'a pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, aussi vigilant. En tout cas, là, il a été vigilant. On n'a pas évoqué la suite de cette affaire-là, c'est-à-dire que quand c'est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'affaire Amur contre France, en 96, la Cour européenne des droits de l'homme a bien sûr sanctionné l'attitude qu'avaient eue les pouvoirs publics français en renvoyant, en s'apprêtant à renvoyer en Somalie, Érythrée, etc. Mais il en a profité pour donner un brevet de conventionnalité à la France,
pour prendre acte de l'évolution, l'abandon de l'amendement Marchand dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi la réfection de la loi avec la loi Quilès de 92 qui prévoit une durée limitée, une intervention du juge judiciaire. Tout ça pour dire que les juridictions, le Conseil constitutionnel malgré tout, et le Conseil d'État tout à l'heure, le Conseil constitutionnel maintenant, et puis les juridictions européennes sont susceptibles de jouer un rôle important. Alors, cela dit, et c'était, j'espérais avoir quelque chose à dire, mais la dernière intervention me coupe l'herbe sous les pieds, l'intervention de Jean Matrèche, qui était de traiter de la liberté de circulation. Alors, en fait, effectivement, c'est intéressant de noter que ce n'est pas un débat complètement nouveau, puisque la doctrine du droit international, qu'on appelait à l'époque la doctrine du droit des gens, au XVIe siècle, voit s'opposer, à partir du XVIe siècle, deux groupes de juristes qui réfléchissent à la question de la liberté de circulation. Certains estimant que cette liberté doit être assurée parce que la terre est à tout le monde, et puis d'autres au contraire qui vont dire mais non, c'est une affaire de souveraineté des États. Et finalement, le droit international va prendre acte 1648, un traité de Westphalie, du rôle essentiel des États dans la constitution de la société internationale. On est donc dans une souveraineté des États sur le territoire. C'est le fameux verrou de l'État-nation que Daniel Lochac a maintes fois évoqué et qui bloque complètement les politiques effectivement protectrices des migrants. Alors, au regard des évolutions qui se sont produites, peut-être faut-il souligner l'apport tout de même de ce droit international des droits de l'homme. Parce que si pendant pratiquement jusqu'à l'entre-deux-guerres, le droit international n'est en fait qu'un droit entre États, interétatique, quitte à donner quelques protections aux étrangers sur le territoire en se référant aux principes généraux du droit des nations civilisées, ce qui marque déjà bien l'époque. Au-delà de ça, en fait, il faut attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale, avec deux prises en compte de la situation des migrants en tant que tels, en tant que travailleurs, dans le cadre de l'OIT, non pas du tout parce qu'ils sont travailleurs, mais parce que l'OIT est en fait l'instrument pour la paix qui résulte du traité de Versailles. J'ai 2 minutes pour parler, donc je dois avancer. Et puis le droit des réfugiés, avec tout le système qui se met en place après-guerre. Donc on a un droit international d'émigration proprement dit, puisqu'on passe des travailleurs aux travailleurs migrants et ensuite aux migrants travailleurs, avec l'OIT et l'Organisation des Nations Unies et la Convention internationale sur les droits des travailleurs migrants en 1990. Mais au-delà de ça, c'est le droit international des droits de l'homme. Et c'est l'universalité des droits de l'homme qui va vraiment permettre de faire des progrès. Mais ne nous laissons pas abuser. Toutes les conventions qui sont signées, elles vont à chaque fois tenir compte des intérêts des États. Prenons l'exemple de l'enfermement dont on a beaucoup parlé là, en disant mais il faudrait mettre un terme à l'enfermement. Problème, la Convention européenne des droits de l'homme, qui constitue un instrument extrêmement important de protection des migrants, c'est elle qui, à l'article 5.1f, prévoit l'enfermement dans le cadre du contrôle migratoire. Donc, je ne multiplie pas les exemples, mais pratiquement toutes les conventions internationales, dès qu'elles sont un peu avancées, soit les États ne les ratifient pas, Convention internationale sur les travailleurs migrants, soit on prévoit des jeux d'options, exemple, alors ce n'est pas une convention internationale, c'est du droit de l'Union européenne, c'est toutes les dérogations, les options qui permettent au Royaume-Uni de passer des accords avec la France, comme le Sangatte, etc. Donc on est dans un droit international, certes protecteur, mais qui maintient quand même ce verrou national. Alors, je crois qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé qui mériterait quand même d'être évoquée. Il me reste exactement 1 minute. Donc, parce que le mot n'a pas été prononcé, c'est quand même ce qui se passe au niveau international. On a quand même bien pris conscience, et ça on le doit aux Nations Unies, à Kofi Annan en 1996, qui nommé secrétaire général des Nations Unies, est le premier à prendre en compte, à prendre au sérieux, on dit prendre les droits au sérieux, mais là, en tout cas, prendre au sérieux la question migratoire. Et il va prendre un certain nombre d'initiatives, un rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants, on est en 1999, avec des travaux essentiels en 2011 de François Crépeau,
Et puis, il va également créer un peu plus tard la Commission mondiale sur les migrations internationales, puis en 2006, et ça c'est l'astuce essentielle, 2006, on crée un rapporteur spécial auprès du secrétaire général pour les migrations et le développement. On lit pour la première fois migration et développement. Et c'est ça qui va changer la donne, ou qui est susceptible de changer la donne. Parce que dans le cadre de migration et développement, on essaie de mettre en avant le fait que les migrations peuvent être un atout pour le développement. Alors, ça va être l'objet des pactes sur les migrations, décembre 2018, pacte sur les réfugiés. Sur le fond, ça n'apporte rien du tout. On maintient quand même des objectifs qui sont de lutte contre l'immigration irrégulière, etc. Mais ça n'apporte rien. Sauf que ça change l'image des migrations en faisant 30 secondes, 0, fini. Nous passons la parole à Félima. Donc voilà, je termine en disant simplement qu'il faut là... il y a des rendez-vous qui sont prévus dans le cadre de ces pactes, et même s'ils n'apportent rien, ça pose une autre image des migrations comme instrument donc, du développement. Alors que fait la CNCDH? Eh bien, elle suit ces questions-là avec grand intérêt. Peut-être que, tiens... Avant que tu parles des droits de l'homme, ouais, je ne sais pas si tu vas réussir à lire tes notes. Mais... Ouais. Donc mon propos sera court. On va rester dans le temps. Donc mon propos vise plutôt, non pas à reparler de droit, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais à rendre hommage à l'ANAFE, donc au nom de la CNCDH. Donc la CNCDH, en tant qu'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, veille à ce que les droits des personnes migrantes soient respectés sur le territoire et que la France donc, respecte ses engagements internationaux. Et donc, dans ce cadre, elle alerte régulièrement les pouvoirs publics et les autorités sur les violations des droits humains sur le territoire et notamment à la frontière. Et c'est vrai que la Commission est très sensible à tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, et donc sur tous les sujets, et en particulier donc, sur la frontière franco-italienne, puisque donc, il y a 2 ans, la CNCDH a mené une mission à la frontière qui a été grandement facilitée par l'ANAFE, au cours de laquelle elle a pu constater de nombreuses violations des droits de l'homme, avec des difficultés d'accès aux droits, des conditions restrictives de liberté indignes. Et elle a rendu un avis très sévère dans lequel elle émettait un certain nombre de recommandations qui rejoignent les recommandations que l'ANAFE émet également régulièrement. Alors la contrôleure des lieux de privation de liberté a dit ce matin que la situation s'était un petit peu améliorée, ce qui est vrai dans les mois qui ont suivi effectivement notre mission et celle de la contrôleure, mais d'après les dernières informations et échanges que nous avons eus avec l'ANAFE, la situation s'est de nouveau dégradée. Les violations des droits de l'homme perdurent à cette frontière, donc c'est vrai qu'il nous apparaît qu'il est urgent d'agir et de pouvoir vraiment alerter les pouvoirs publics à ce sujet. Sur une autre thématique plus large, la Commission nationale consultative des droits de l'homme remet depuis plus de 30 ans le prix des droits de l'homme de la République française en faveur des défenseurs des droits de l'homme au niveau mondial, mais aussi en France. Et pour l'année 2019, elle avait choisi comme thème la fraternité, puisque c'est vrai que même si c'est un principe qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui a été érigé comme principe constitutionnel par les sages, que nous avons évoqué aujourd'hui, c'est en fait un principe qui est encore beaucoup malmené, comme on a pu le voir, et notamment quand on fait état des droits des personnes migrantes, et justement aux frontières et dans les zones d'attente. Et c'est dans ce cadre que la CNCDH a souhaité cette année remettre une mention spéciale donc à l'ANAFE dans le cadre du prix des droits de l'homme, pour justement reconnaître l'action que l'ANAFE exerce dans les zones d'attente et en ce qu'elle a permis d'avoir un accès aux droits dans ces zones et faire en sorte que ce ne soit plus des zones dans lesquelles il peut se passer n'importe quoi, comme ça pouvait être le cas il y a plus de 30 ans. Donc la CNCDH espère pouvoir poursuivre sa collaboration avec l'ANAFE afin d'œuvrer pour que les droits fondamentaux des personnes migrantes soient mieux respectés. Voilà.
Merci beaucoup, chère Catherine, chère Ophélie, pour ces mots de conclusion. On n'entend pas? Non. On m'entend? Non. Alors je pressens. Donc merci beaucoup pour cette conclusion. On est arrivé au terme de cette journée. Je ne vais pas pouvoir en quelques minutes résumer la... On n'entend pas du tout? Ah. Est-ce qu'on m'entend mieux? Non. Pas du tout? Là c'est bon? Non. Ouais, je vais pas y arriver. Alors, je recommence. Merci beaucoup, chère Catherine et chère Ophélie, pour cette conclusion. Nous sommes donc arrivés au terme de cette journée. Je ne vais pas pouvoir la résumer en quelques minutes, donc je voulais juste m'attarder sur deux points. Il a été dit plus tôt dans la journée qu'une bonne victoire pour l'ANAFE serait qu'elle n'ait plus de raison d'exister. Après 30 ans d'existence, nous ne pouvons que l'espérer. Mais tant que les droits des personnes étrangères seront violés et tant que les personnes seront enfermées aux frontières, l'ANAFE sera là et sera là pour dénoncer toutes ces atteintes aux droits fondamentaux par l'administration française. Et il me reste un petit mot pour remercier très chaleureusement la CFDT de nous avoir accueillis dans ses locaux aujourd'hui. Remercier évidemment les intervenants pour la qualité de leur intervention, de leur contribution. Vous remercier vous d'être venus nombreux et nombreuses et pour la richesse de nos débats. Remercier évidemment avec une mention spéciale évidemment Muriel et Simon qui ont enregistré cette journée. Merci beaucoup. Et enfin, mes remerciements chaleureux aux visiteurs, aux observateurs, aux bénévoles, aux membres de l'ANAFE, au comité d'organisation de cet événement et surtout à l'équipe salariée. Évidemment, Charlène, Émilie, Simon et Laure, sans lesquels cette journée n'aurait pas pu voir le jour, mais surtout sans l'acharnement et la qualité remarquable du travail desquels nos actions quotidiennes ne seraient pas menées avec autant de brio, et j'aimerais qu'on les applaudisse.